Bonsoir, bienvenue au MUSEM, dans l'auditorium Germaine Tillon. Merci d'être là pour cette nouvelle séquence du temps des archives. Comme d'habitude, chaque mois, avec Emmanuel Laurentin, collaboration entre le MUSEM, France Culture et l'INA. Oui, bon. Alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Marlène Bellilos, qui est psychanalyste et qui est notre grand témoin du soir par rapport à l'événement d'histoire que nous allons explorer, et Taoufik Aklimandos, qui est historien. Alors vous allez voir ce soir que l'histoire rejoint le présent, puisque nous allons revenir sur une séquence qui concerne l'histoire de l'Égypte, 1952, la chute du roi Farouk, et la prise du pouvoir par les militaires. Inutile de vous dire en quoi il y a un petit lien, une prolongation, on pourrait dire un éclairage de ce qui se passe aujourd'hui en Égypte. Je vous souhaite une belle soirée et à plus tard. Merci Fabienne. Nous allons vous parler ce soir d'un monde disparu, celui de la royauté en Égypte, une royauté dont on n'arrive pas à savoir, et c'est peut-être un début de cette soirée d'en parler, si elle fut une royauté d'opérette ou si elle eut un rôle véritable dans le Moyen-Orient des années 30 à 50. Farouk, un nom qui ne dit rien aux plus jeunes générations, moins encore que Reza Pahlavi, dit le Shah d'Iran, qui resta au pouvoir, c'est vrai, plus tard dans le siècle. Farouk, roi à 16 ans, mort à 46 en 1965, renversé 13 ans plus tôt par ceux qu'on appelait les officiers libres menés par Naguib, aidé entre autres par un certain Nasser. Nous allons parler de stratégie entre anciens colonisateurs et anciens colonisés, du Caire et d'Alexandrie, quand ils étaient encore qualifiés, quand ces deux villes étaient encore qualifiées de villes cosmopolites, dans lesquelles paraissaient 7 quotidiens en français, un quotidien arménien, 2 quotidiens grecs et bien d'autres quotidiens encore. Le Monde, entre autres, de Laurence Durel et du Quatuor d'Alexandrie, bien sûr, que nous allons tenter justement d'extraire de sa gangue littéraire, de son talent littéraire, pour le rendre, si on le peut, à l'histoire. Nous le ferons en compagnie de Taoufik Aklimandos, il est chercheur au Centre d'études et documentation économique et juridique, le CEDEJ donc. Il travaille évidemment sur ces questions de l'Égypte, qu'il connaît très bien, et en particulier sur ce qu'était la place de cette armée égyptienne, puisqu'il a fait sa thèse sur les officiers. Et curieusement, la thèse sur les officiers, vous l'avez abandonnée au bout de 1950 pages, 1600 pages, c'est ça ? 1600 pages, et vous vous êtes arrêté en 1954, justement, pour votre thèse, en remontant aux années 30. Et nous sommes également en compagnie de Marlène Bellilos. Marlène Bellilos est psychanalyste, elle a été longtemps journaliste pour la télévision en Suisse, mais également à TV5 Monde et à France Culture, où je l'ai connue il y a quelques années déjà, et elle se consacre maintenant principalement à la psychanalyse, mais si elle est là, c'est parce qu'elle est native de cette Égypte-là, et qu'elle a publié il y a quelque temps, dans la petite collection Je me souviens, chez Michel de Maulle, donc chez Michel de Maulle, le yacht du roi Farouk, donc un yacht qui reviendra dans nos discussions. Alors si on commence cette discussion avant de regarder les premières archives avec vous, Taoufik Aklimandos, il faut remonter quand pour pouvoir bien comprendre ce moment de 1952 et de la chute du roi? Il faut remonter à sa jeunesse, il faut remonter aux années 20, au moment où les Britanniques, après la Première Guerre mondiale, lâchent un peu, en particulier auprès des nationalistes du Waqf. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir comprendre ce qui va se passer, le déclenchement de ces événements de 1952, pour pouvoir un peu avoir en background, justement, en arrière-fond, ce qui s'est passé un peu auparavant. On peut y aller comme ça. Merci beaucoup. En fait, ça dépend. Vous pouvez prendre plusieurs angles d'attaque. Soit vous pouvez prendre 1936, c'est-à-dire quand le traité anglo-égyptien est signé. À ce moment, la monarchie comprend qu'elle doit se doter de sa propre légitimité, de ses propres clientèles, et qu'elle ne peut plus compter sur la protection. Je crois qu'il y a un petit problème de micro, mais je vais vous donner le mien, ça va être plus simple. Excusez-moi. Donc, ça dépend de... Vous pouvez choisir plusieurs angles d'attaque. Alors, si on prend le malaise social égyptien plus profond, on pourra dire que les problèmes datent depuis l'apparition de la grande propriété terrienne. On pourra également dire qu'ils datent depuis 1936, c'est-à-dire de la conclusion de l'accord anglo-égyptien qui mène l'Égypte vers l'indépendance. À ce moment, la monarchie comprend
qu'elle ne peut plus tabler sur la protection britannique à terme et qu'elle doit avoir sa propre légitimité et ses propres clientèles. Elle va mettre en place des politiques, disons, de légitimation conciliant islam et modernité d'une part, et des politiques qu'on peut qualifier de droitières, nationalistes droitières. Ces politiques vont aboutir à un échec. On ne peut pas montrer que sur la question de la grande propriété terrienne, il ne fera pas les réformes nécessaires, tablant sur, disons, cette politique nationaliste, mais cette politique nationaliste va se planter en 1948-1949 lors de la guerre contre Israël. Donc ça, c'est et ce qui peut dire que directement, en 1948-1949, il perd l'appui de l'armée. Disons la défaite, la monarchie va tenter, la cour va tenter de l'expliquer en disant que c'est la faute de l'armée, que le roi a été trahi par des militaires incompétents. Ça ne va pas être tout à fait du goût des militaires qui vont dire qu'ils ont été trahis par les armes achetées par la monarchie sur le marché noir international et que c'est en fait la cour qui était corrompue. Et le divorce va aller croissant et avec le résultat que l'on connaît. Alors ça, c'est la vision de l'historien, une vision en 3 points, en 3 parties, claire et donc très bien argumentée. Il y a la vision du témoin, puisque dans ces soirées ici au MUSEM, on confronte un témoin et un historien, même si vous pouvez aussi être considéré, Toufik Akymandos, comme un témoin. Marlène Belilos est un témoin jeune pour l'époque, puisque vous étiez toute enfant à ce moment-là, mais vous avez entendu dans votre famille qui donc remonte à 2 générations, partie du côté d'Alep pour pouvoir rejoindre la région du canal de Suez et la région plus généralement de l'Égypte, donc famille de juifs syriens qui s'installent donc en Égypte. On vous a raconté une autre histoire parce que votre père, évidemment, était relativement proche de la royauté, relativement proche du roi Farouk. Et donc, dans votre yacht du roi Farouk, on voit bien aussi cette imagerie qui est un peu chromo de ce moment qui était celui de votre enfance et surtout des souvenirs qu'on vous a rapportés de ce qu'était cette royauté égyptienne, Marlène Belilos. Oui, alors moi je dirais, c'est pas seulement des souvenirs qu'on m'a rapportés. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu une période de l'Égypte, bon, dont on dit aujourd'hui qu'on en a la nostalgie, cette période, en fait, que vous avez décrit par les journaux, la multiplicité des journaux, tout ça, toutes ces cultures mélangées, qui étaient, effectivement, je crois, une image du cosmopolitisme qui n'était pas seulement rêvé, qui était réel. Et ce cosmopolitisme-là, que j'ai vécu à cette époque avec toutes ces écoles différentes, hein, avec la mission laïque française, British Boys School, Victoria College, le collège de la Mère de Dieu, le lycée Saint-Marc. Il faut dire que le lycée de la mission laïque française s'implante pour justement faire échec à l'influence des écoles religieuses à ce moment-là. Il y a comme ça une volonté un peu laïque, il y a les cultures cohabitent. Peut-être que le seul inconvénient, c'est la culture égyptienne qui ne cohabite pas. Ouais. Et ça, je m'en aperçois dès ce moment-là. Mais je crois qu'il faut aussi citer peut-être... en fait, l'Égypte, c'est le génie du lieu. Alexandrie, c'est le génie du lieu. C'est-à-dire que chacun va plaquer sur l'Égypte un imaginaire. Et il faut bien dire. Et en fait, si on prend, par exemple, moi j'ai mis en entrée de mon petit livre une phrase de Butor. L'Égypte a été pour moi comme une seconde patrie, et c'est presque une seconde naissance qui a eu lieu pour moi dans ce ventre allongé, suçant par sa bouche delta la Méditerranée, et ses passages de civilisation, thésaurisant celle-ci et les amalgames dans sa lente fermentation. C'est vrai que l'Égypte, c'est tout ça. Et il va y avoir, je crois, au musée des Arts Premiers à la rentrée, une exposition avec une des amies de Breton, qui était Joyce Mansour. L'Égypte, c'est aussi toute cette culture-là. Parce que on a eu la chance, nous, peut-être pas les Égyptiens, mais moi je le regrette aussi, parce que je suis pour la révolution égyptienne, évidemment, mais nous avons eu la chance d'avoir le meilleur de chacune de ces cultures-là.
c'est-à-dire les Anglais, avec ce qu'ils amenaient de civilisation au niveau, effectivement, du sport, de ci, de ça, les Français avec la culture. Et il faut bien dire que toutes ces civilisations qui étaient présentes là, entre Orient et Occident, elles avaient un respect, parce qu'on ne pouvait pas traiter l'Égypte comme on traitait le Maghreb. Et je veux dire, en fait, les Français envoyaient leurs meilleurs profs, hein, parce qu'en fait, c'était quand même la civilisation des pharaons. Donc moi, je dis de ce point de vue-là, alors évidemment que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, parce que lui, il est un peu dur avec le roi. Moi, je trouve, j'ai beaucoup de sympathie pour le roi. On n'y est pas encore. Ça, c'est la conversation antérieure à cette conversation, donc en public. Toufika Klimandos, donc on voit bien là qu'il y a ce halo rêvé, mais le regret effectivement que toutes les populations n'aient pas pu participer, disons, à cette situation et à cette vie cosmopolite qui est tant vantée dans les livres des Occidentaux qui ont quitté à un moment ou à un autre, justement après Farouk ou au moment du canal de Suez, qui ont quitté l'Égypte. Alors effectivement, là je ne suis pas un témoin, je ne peux fonctionner que sur des documents écrits. Le cosmopolitisme a été vécu par les Égyptiens comme les excluants. Et il y a une très forte division entre les fils du pays, Aoulad el-Balad, et les autres. Et les autres, ça inclut beaucoup de monde, c'est-à-dire les Syro-Libanais, les Grecs, les Italiens, les Juifs non égyptiens, etc., etc. Après, dire cela ne veut pas dire que cette il y a quand même dans les élites égyptiennes, dans les classes moyennes égyptiennes d'aujourd'hui, un regret profond du fait que le divorce se soit passé comme il s'est passé dans les années 50. Et il faut bien voir que, par exemple, la communauté grecque avait moins de reproches, entre guillemets, à se faire que les autres sur ça. Elle a pourtant dû partir. Les juifs égyptiens, qui étaient donc, excusez-moi, ethniquement égyptiens, ont dû partir. Donc il y a eu quand même un nationalisme qui a lui aussi pratiqué, qui a beaucoup de vertus, qui était beaucoup plus intégrateur par exemple, de la minorité copte que par exemple, d'autres nationalismes. Mais il a exclu beaucoup de monde et la ligne le tracé de ces exclusions ne recoupe pas le tracé des divisions ethniques. Alors on va commencer en regardant une première archive et commencer par la fin d'une certaine façon. Cette archive nous montre les obsèques du roi. Il était en exil en Italie et donc ces obsèques se déroulent à Rome en 1965. À Rome se sont déroulées les obsèques de l'ex-roi d'Égypte Farouk. Avec son jeune fils et ses 3 filles, quelques 150 personnes ont accompagné dans son dernier voyage l'ancien souverain exilé, terrassé à 46 ans. Roi à 16 ans, il avait vu sous son règne son pays devenir indépendant, mais avait dû abdiquer en 1952, et le monde avait peu à peu oublié le roi Farouk. Je vous propose de regarder tout de suite pour voir le contraste entre cet enterrement 20 ans plus tôt, ce qui se passait. Ce sont les fêtes du Ramadan donc au Caire, alors qu'on sort de la Seconde Guerre mondiale et que Farouk est encore au temps de sa splendeur. On regarde cette deuxième archive. Ça ne devrait pas tarder, mais il faut le temps de caler le DVD, ne vous inquiétez pas, ça va arriver tout de suite pour regarder la deuxième archive. Donc, je vous rappelle que c'est l'archive qui montre comment Farouk a pu terminer les fêtes de Ramadan en 1945. À Alexandrie, Sa Majesté Farouk, roi d'Égypte, se rend à la mosquée d'At-Tarin à l'occasion de la fin du Ramadan.
Après la prière, le souverain a regagné le palais de Ras El Tin. Puis, dans la nuit tombée, dans la dernière nuit qui termine un mois de jeûne, le roi Farouk ouvre les portes du palais à la population égyptienne. Et là, une foule recueillie écoute religieusement les versets sacrés du Coran et achève, en compagnie de son souverain, la grande fête religieuse de l'islam. Voilà une musique pseudo-orientale avec un titre qui s'appelle Chez les rois. Donc on sait où on est. C'est un peu la chronique mondaine de l'époque, Toufika Klimandos. Alors il faut peut-être revenir sur ce qu'était cette dynastie royale. Le père Fouad était un roi qui ne parlait pas l'arabe, je crois. Farouk était le premier roi qui parlait l'arabe. Son grand-père était le fondateur de la dynastie. Donc c'était une toute petite dynastie qu'il fallait installer au bout du compte, qu'il fallait légitimer aussi, et en particulier légitimer. Je crois qu'il a essayé de le faire pendant qu'il était au pouvoir, en trouvant une liaison un peu lointaine avec le prophète et en disant qu'il pouvait descendre d'une façon ou d'une autre du prophète, en l'occurrence Toufika Klimandos, c'est ça? Oui, en fait, la dynastie commence il n'accède pas tout de suite à la royauté, mais la famille de Mohammed Ali dirige l'Égypte depuis, mettons, 1805 ou 1804, je n'ai pas les dates en tête. Et donc, elle est ancienne. Ils deviennent d'abord khedive plus tard, et puis roi, ou sultan d'abord, et puis roi. C'est le grand modernisateur de l'Égypte en particulier. Mohammed Ali passe pour le grand avec Nasser pour le grand modernisateur de l'Égypte. Je pense que l'opinion des Égyptiens qui ont été ses contemporains est un peu plus contrastée, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de morts et que ça a été très dur. C'est-à-dire, par exemple, pour creuser un canal, il y a comme les morts se chiffrent je parle de canaux internes irriguant la vallée du Nil, les morts se chiffrent en dizaines de milliers. Il y avait des conditions de servage, enfin je ne veux pas entrer dans le détail. Par contre, pour qu'on ne m'accuse pas de faire dans Mohammed Alisme primaire, je suis très enclin à prendre la défense du père de Farouk, le roi Fouad, qui a été un grand roi. Certes, il ne savait pas parler l'arabe, et malgré de multiples tentatives pour l'apprendre, mais c'est un monsieur qui a su gérer des temps passionnés avec sagesse, a su construire lentement un État égyptien, et le père du système éducatif égyptien, qui est la seule réussite de la monarchie. Alors on peut décliner toutes sortes de critiques contre cet appareil éducatif, mais il reste qu'il a fourni des élites exceptionnelles qui expliquent le soft power de l'Égypte pendant des dizaines d'années. Je vais arrêter sur l'enterrement. Alors, on ne sait pas exactement si le roi Farouk est mort d'une mort naturelle ou s'il a été aidé à mourir. Il y avait un officier qui, en privé, disait qu'il l'avait expédié à Patrès, mais il a toujours nié cela en public. Alors, voilà, c'est tout pour le moment. Alors tout de même, pour expliquer aux auditeurs qui ne seraient pas tout à fait contemporains et qui ne connaîtraient pas le milieu politique de cette Égypte des années 30 à 50, mettons, c'est un milieu bouleversé. Les frères musulmans sont créés dans les années 30, se développent. Il y a le Waqf, donc, qui est un parti nationaliste qui régulièrement prend le pouvoir. Il y a toujours les Anglais qui, bien que le pays soit indépendant, tentent de reprendre régulièrement la main et surtout de ne pas la lâcher. Il y a la Seconde Guerre mondiale, les Allemands qui arrivent, des compromissions possibles avec les Allemands. Qu'est-ce qui se passe justement juste avant ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire ces fêtes du Ramadan de 1945, Toufika Klimandos? Alors là, nous partons dans beaucoup de directions et je suis bavard, donc il ne faut pas me lancer. Alors je vais essayer de résumer en quelques points. Alors j'ai oublié de dire quand même, pour commenter Ramadan, que le mois de Ramadan, que le roi Farouk, beaucoup plus d'ailleurs que le roi Fouad, va tenter de proposer une légitimité alternative à la légitimité nationaliste représentée par le Waqf. Sa légitimité à lui sera plus clairement, disons, à caractère islamique. Un caractère islamique très moderne, mais à caractère islamique. Le roi Fouad, lui, va essayer de remplacer, de devenir calife quand le califat est abrogé. Farouk, lui aussi, va jouer énormément sur la carte religieuse. On en a un exemple qui date de 1945.
Alors, pour faire court, l'Égypte en 1919 connaît un grand soulèvement qui va aboutir en 1922 à une indépendance plus ou moins tronquée, mais quand même une indépendance quand même. Et ce mouvement est porté par un parti qu'on qualifiera faute de mieux de laïque. Alors, laïque est peut-être trop fort, mais mettons très séculariste. Et il va y avoir une réaction, une redéfinition identitaire dans les années 30. Et comme dans toute la Méditerranée, et pas seulement en Méditerranée, vous avez un grand mouvement, disons, de droite antiparlementaire. L'Égypte va connaître de divers mouvements de droite antiparlementaire pendant les années 30. Il faut voir que Farouk, Nasser Sadat, c'est la même génération. C'est-à-dire qu'ils sont nés en 1918, 1918 pour Nasser et Sadat, 1920 pour Farouk. Donc Farouk est même plus jeune qu'eux. Ils ont eu les mêmes profs, c'est-à-dire que je pense précisément au général Aziz El-Monsri, qui était un militaire plus ou moins obro et très germanophile. Quand je dis germanophile, je ne dis pas naziophile, mais plutôt un conservateur à l'allemande. Et bon, vous avez aussi donc toute une série de mouvements. Il y a le fascisme de la jeune Égypte, il y a l'islamisme qui naît à ce moment, qui construit l'histoire de l'Égypte comme une des islamisations lentes et certaines, et qui aboutit à un désastre, et il faut réislamiser de force tout le pays. C'est-à-dire, il parle du diagnostic que l'Égypte n'est plus musulmane, ce qui est une aberration, mais qu'il faut islamiser de force le pays. Et on a toute une série de mouvements qu'on doit qualifier d'extrême droite, et le roi Farouk va s'efforcer de surfer sur eux. Et puis, comme la plupart des gens qui ont fait ce pari, à un moment donné, il va se mordre les doigts. Alors, Marlène Belilos, qui ne va pas passer que pour la défenseur du roi Farouk dans cette table ronde et cette discussion, mais néanmoins, il y a une dimension qui correspond à ce cosmopolitisme, même si on voit que Farouk n'était pas qu'un cosmopolite. Il voulait réintégrer l'Égypte, il voulait se réégyptianiser d'une certaine façon. Bien avant le coup d'État des colonels qui disait il faut rendre l'Égypte aux Égyptiens, il avait aussi cette tentation qu'il n'a jamais véritablement fait aboutir au bout du compte, Marlène Belilos. Voilà, je crois qu'il a... Alors, je sais pas, on l'entend là. Oui. Je crois qu'il a essayé, en fait... J'ai revu une archive d'une interview, en fait, de sa femme, de Farida. Et sa première femme, parce sa que la première deuxième femme femme qu'on voit ici. Nariman, oui. Ouais. Nariman, c'était pas sérieux. Bon. Enfin bon, alors, ça c'est pour la chronique mondaine. Voilà, non. Alors Farida, qui était sa première femme, qui était une femme très moderne, qui avait décidé en même temps, quand il l'a demandé en mariage, ils étaient tous les deux très jeunes, elle avait hésité, et lui était aussi assez moderne. Hein. Il lui avait dit non, mais tu participeras avec moi au pouvoir, il n'y a pas de problème, on participera ensemble. Et elle raconte dans cette interview qui tardive, oui, bien après son divorce et tout, elle dit en fait que lui, son désespoir a été causé au moment où il a essayé de résister aux Anglais. Il faut voir ce qu'était la force en fait des Anglais en Égypte. C'était quand même un monument, hein, je veux dire. Et il faut lire, il y a un petit livre qui est fait par un Portugais, un journaliste portugais. Et ça, les Queiroz, c'est une... Oui, un ami de Borges, ouais. Hein, et qui parle des Anglais en Égypte. Un Brésilien. Voilà, oui. Ouais. Brésilien, oui. Et qui dit en fait justement qu'il y a eu un moment où, en fait, Alexandrie, qui était une ville formidable et tout, est devenue un peu un dépotoir. C'est-à-dire qu'on avait aussi fait venir des gens, tous les gens qui avaient des problèmes en Europe, venaient s'installer à Alexandrie. Et il dit, il y a eu un moment où on a essayé de résister aux Anglais et qu'il n'y est pas arrivé, Farouk. Et que c'est de ce moment-là que date son désespoir et que date le fait qu'il a commencé à boire, à voir des femmes, parce maintenant on dit il était comme ça depuis toujours et tout. C'est pas vrai, hein. Au début il n'était pas du tout comme ça. Moi je suis née avec Farouk en Égypte, hein. Voilà, je suis partie, j'avais 16 ans, et quand Farouk est parti en même temps, donc on est parti juste un peu après, puisqu'on a eu le coup d'État, et puis après on est parti. Mais c'est vrai qu'il n'a pas toujours été comme ça, il a été un jeune homme formidable, qui avait les espoirs de la nation, vous êtes d'accord avec moi? Tofik Aklimandos?
Alors, je suis d'accord qu'à un moment donné, il a effectivement beaucoup séduit. Il a été le premier roi à avoir une base populaire très profonde. Et après cela, je vous dirais qu'il a quand même brûlé ses cartes une à une et qu'il aurait pu faire mieux. Vous faites, alors je voudrais dire, parce que j'ai oublié de le dire la fois d'avant, qu'en 1952, quand les officiers libres prennent le pouvoir, il y a 80 000 soldats britanniques dans la région du Canal et que l'armée égyptienne ne doit pas faire 10 000 hommes, quoi. C'est juste donner... 80 000 contre 10 000, quoi, à peine. Oui, c'est pas exactement le même type d'armement, etc. Ouais. Donc, et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a facilement eu un demi-million de soldats alliés. Alors là, Madame fait référence à l'épisode du 4 février 1942, qui est voilà. Et ce qui se passe, c'est que le roi Farouk, que vous appelez résister aux Anglais, qui effectivement est une forme de résistance aux Anglais, flirtait avec l'Axe. Et à un moment donné, avec la progression de Rommel en territoire égyptien, les Britanniques ont estimé qu'ils ne pouvaient pas se payer le luxe d'avoir une monarchie et un gouvernement flirtant avec l'Axe. Et ils ont lancé un ultimatum au roi en lui disant maintenant, tu ramènes le Wafd au pouvoir, un mois après sur le Wafd, le grand parti nationaliste, ou tu dégages. Et ça ne s'est pas fait très aimablement. Il y a eu, les blindés sont entrés dans le palais. On dit même qu'il a été braqué par un militaire qui lui a mis le pistolet sur... Oui, tu signes un des deux décrets, ou tu abdiques, ou tu fais venir le... Donc ça n'a pas été fait de manière extrêmement élégante. Ça a été vécu par beaucoup d'Égyptiens comme une humiliation nationale. Et c'est ce moment où il finit par se dire ça ne sert à rien, le traumatisme est profond. Il faut voir qu'à l'époque, il a quoi, 22 ans. Il n'a même pas encore 22 ans. Il a 22 ans moins quelques jours. Après cela, j'en profite juste pour lâcher un de mes trucs. Il faut voir que Mustafa Nahas, qui était le chef historique du Wafd, lui ne s'est jamais trompé sur le nazisme. Quand on vous parle, disons, d'affinité naturelle entre le monde arabe et le nazisme ou l'extrême droite, ce n'est pas vrai. Mustafa Nahas, c'est le patron du plus grand parti égyptien, du parti nationaliste, et il n'a jamais fait d'erreur sur le nazisme. Vous ne savez pas l'ampleur ou la profondeur de son nationalisme, qu'il ait décidé de jouer la carte britannique. Je ne crois pas que ça allait amuser. Mais il était allé en Allemagne en 1936, il n'avait pas une très grande culture, mais il avait du bon sens, ce qu'il n'a pas aimé ce qu'il a vu. Alors justement, vous parlez de ce moment où il est encore aimé, ce Farouk. On est en 1946 et on va regarder la troisième archive de cette sélection faite par l'INA pour ce soir, toujours tirée de ces archives des actualités françaises, donc ce fonds qui était diffusé dans les cinémas en particulier. Là, on se retrouve en 1946 et donc c'est le départ des Anglais et la prise du pouvoir par Farouk. Une archive qui est en arabe, mais on a une traduction par-dessus. Vous allez voir combien les espoirs sont encore grands dans cette personnalité du roi Farouk. Le petit-fils de la dynastie alaouite reprend l'héritage de ses glorieux parents et ancêtres. Aujourd'hui, il nous fait l'honneur de soulever le drapeau égyptien sur les remparts que son grand-père a bâtis. Sa Majesté arrive sur les lieux de la cérémonie. Le roi Farouk a voulu que ce jour laisse une trace dans l'histoire. Sa Majesté avance pour lever le drapeau avec sa généreuse main, après l'avoir serré et embrassé. Les canons tirent et des centaines de colombes s'envolent. ثم تحلق النسور المصرية في السماء بينما تضح الموسيقى بالسلام الملكي والنشيد الحربي والوطني. L'hymne national est joué, ainsi que des chants de guerre. التي تشيد بالمواقع الحربية التي فاز بها أسلافه العظام
وخلدت أسماءهم في التاريخ فهي أعلام الوحدات الممثلة في La fête a commencé par l'exhibition des anciens drapeaux qui exaltent les exploits guerriers de ces glorieux ancêtres et glorifient leur nom dans l'histoire. شهرتهم الآفاق في القرن الثاني. Voici les drapeaux des unités présentes au cours de la célébration. On voit les soldats pleins d'espoir. Ils reprennent la gloire de leurs ancêtres dont la réputation a parcouru le monde. نمهد أن يا مشيد الأسرة العظيمة ومشيد القلعة ومشيد مصر الحديثة فالفاروق حريص على تراثه المجيد وأنت يا مصر يا مهد. Dors tranquille, ô fondateur de cette glorieuse dynastie, fondateur des remparts et fondateur de l'Égypte moderne. Farouk est soucieux de son glorieux héritage. Ô Égypte, berceau des civilisations, sois fier de ton roi qui ne se reposera guère jusqu'à ce qu'il te voie dans les rangs des pays développés. من اليوم سوف يرفرف العلم المصري على مقدونيا. Dès ce jour, le drapeau flottera aux côtés du fondateur de l'Égypte moderne. C'est le symbole de la fin de l'oppression et de l'esclavage et de la reprise de la dignité. Tout cela grâce à Farouk. Alors c'est une formidable archive, il faut dire quand même, Toufika Klimandos, donc, qui date de 1946. On peut reprendre une partie de ce commentaire, c'est la fin de l'oppression et de l'esclavage, la reprise de la dignité, mais on a tout de même l'impression que si on exhorte le fondateur de la dynastie parce qu'il peut dormir tranquille, parce qu'il est fondateur de cette glorieuse dynastie, et que Farouk donc, veille sur elle, 6 ans plus tard, donc ça sera à la fin de ce régime, et tout de même, au-delà de cette démonstration de force vis-à-vis des Anglais, c'est un régime de souveraineté limitée tout de même que dirige Farouk, en l'occurrence, Toufika Klimandos. Alors, en 1946-1947, les Anglais prennent la décision de se replier sur le canal. C'est-à-dire Voilà. de ne plus occuper le Caire, etc., ce qui est une décision qui a des avantages sur le court terme et des inconvénients sur le long terme. Je parle du point de vue britannique, là. Et effectivement, ce moment est assez spécial. C'est ce moment où l'armée égyptienne récupère la citadelle, place forte ou place stratégique. Il y avait un document, je crois, du XVIIIe siècle qui disait celui qui contrôle la citadelle contrôle le Caire, et celui qui contrôle le Caire contrôle l'Égypte. Et c'est un pays très centralisé, disons, enfin, c'était le résumé. Mais c'est une date qu'aucun Égyptien de ma génération ou des générations plus jeunes ne connaît, ou elle ne fait pas sens pour lui. Elle compte dans des générations d'officiers libres, en l'occurrence, ou de militaires, ou des générations un peu plus jeunes, parce qu'effectivement, retrouver la citadelle, c'était reprendre le contrôle du Caire, et d'une part, et d'autre part, parce que les travaux de restauration de la citadelle, de modernisation, etc., ont demandé un effort considérable du génie. Voilà. Après, effectivement, pour vous répondre Régime de directement, souveraineté limitée, parce que effectivement, quand on gouverne l'Égypte mais qu'on ne gouverne pas le canal, c'est déjà quelque chose d'un peu particulier. voilà, c'est-à-dire quand vous avez 80 000 personnes, 80 000 soldats, notez que les accords de 1936 signés par Mustafa Nahas disaient qu'en temps de paix, il ne fallait pas qu'il y ait plus de 10 000 soldats sur la base du canal, mais ces accords n'ont pas été respectés par les Britanniques. Quand vous avez 80 000 soldats à 100 km du Caire, effectivement, on ne peut pas tout à fait parler de souveraineté. Qu'est-ce qu'on en disait dans votre famille, et puis même qu'est-ce que vous en savez de cela, Marlène Bellidos, justement, de cette souveraineté limitée et de ces échos, de cette reprise de pouvoir par les Égyptiens, de ce qui avait été abandonné aux autres d'une certaine façon? Je ne peux pas dire qu'on le ressentait vraiment beaucoup dans la société civile, hein. Je veux dire, les Anglais étaient bien présents. Moi, j'avais l'impression qu'en fait, les Égyptiens n'avaient pas le choix. Hein, je veux dire, c'était effectivement, c'était la guerre, hein, en Europe, hein, c'était la guerre, et où c'était. Alors moi, je suis né à peu près, juste un peu à ce moment-là, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'était où
le choix du nazisme, voilà ce que vous disiez, ou les Anglais. Alors comme les Anglais étaient vraiment ceux qui voulaient les buter dehors, je veux dire, il y avait un anti de la part des Égyptiens, hein, il y avait l'idée quand même qu'il fallait mettre les Égyptiens dehors, les Anglais dehors, ouais. qu'ils avaient cette mainmise sur l'Égypte qui était intolérable. Donc, quitte à s'appuyer même sur les Allemands. Donc, mais ça, effectivement, les Anglais ne pouvaient pas laisser faire ça. C'est-à-dire que, de toute façon, est-ce que Farouk avait vraiment... il jouait sur une toute petite marge de manœuvre. Et j'ai l'impression qu'il a fait vraiment ce qu'il a pu. Mais c'est vrai que dans la société civile, la seule chose que je puis vous dire, c'est qu'en fait, à l'école, on a été obligé d'apprendre l'arabe. Et ça, ça, c'était nouveau d'une certaine façon. Ça, c'était nouveau. Et ça, par rapport, si vous prenez le Maghreb, dans les écoles françaises, on n'était pas obligé d'apprendre l'arabe. Nous, c'était une condition essentielle pour passer de classe. Et Toufik Hekimando, sur ce moment un peu tremblant, justement, de 45, 46, 47, et puis jusqu'à 1948, puisque vous l'avez évoqué au début de notre discussion, cette tentative contre Israël de fédérer les forces arabes, et puis cet échec considérable de l'armée égyptienne dans cette occasion de 1948, qui va être porté au discrédit de Farouk, même si le discrédit a commencé un peu plus tôt, en l'occurrence, Toufik Hekimando. Alors je vais remonter moi un peu avant 1942. C'est-à-dire que des conservateurs égyptiens pensaient, après la défaite de la France, que le nazisme allait gagner et qu'ils aient voulu un peu prendre des assurances avec l'Axe. Je peux un peu le comprendre. Je ne l'excuse pas, mais ça peut se comprendre. Que l'opinion publique égyptienne, pas très au courant, qui savait pour le génocide à l'époque, et puis se dire les ennemis de mes ennemis sont mes amis, ça aussi, ça peut se défendre. Il y a quand même des gens qui sont allés plus loin. Je crois que Farouk en fait partie. C'est-à-dire, c'était beaucoup plus profond les affinités avec, disons, les mythes de la droite radicale sur la jeunesse qu'elle est rénovée, etc. J'arrête là. Pour répondre à votre question, 45-47, c'est un moment où on veut, c'est-à-dire où l'Angleterre est exsangue, extrêmement fatiguée de la guerre, veut se retirer d'Égypte, mais en bon ordre. Et en gardant ses intérêts, en tous les cas. Alors, je ne voulais pas montrer, mais dans les photos, on aperçoit d'une part le président du Sénat, Mohamed Hassan Heykal Pacha, et le premier ministre de l'époque, Ismail Sedi Pacha. Ismail Sedi va négocier avec les Britanniques et va obtenir le meilleur accord qu'aucun homme d'État égyptien ait obtenu. Cet accord est meilleur sur le papier que celui de 54 signé par Nasser. Entre-temps, évidemment, l'Angleterre a repris des forces. Sauf que l'agitation nationaliste va estimer que ce n'est pas assez, et Farouk et la rue vont condamner Sedi et rejeter cet accord. Qu'est-ce qu'il dit cet accord, justement, avec les Britanniques? Grosso modo, ils évacuent le pays, ils ont un certain droit de retour sous certaines conditions quand il y a un conflit mondial, et c'est le seul problème qui n'est pas clair sur le Soudan. Et c'est sur ça qu'il va achoper. C'est absolument idiot, puisque l'Égypte ne pouvait pas sauver le Soudan. Mais enfin, ça, il est plus facile pour un historien de le dire 60 ans après, ou je ne sais pas, enfin, vous comptez, qu'il était facile de faire passer le message à l'époque. Ça, c'est la chose. De l'autre part, Farouk, lui, à ce moment, en même temps, est très ambivalent sur cette question, parce qu'il a switché. Il a très peur de la vague révolutionnaire qui traverse l'Égypte. Il a très peur de la montée en puissance, d'une part, des frères, même s'il a un rapport ambivalent avec eux. C'est-à-dire que de temps en temps, il leur parle, de temps en temps, il les utilise, mais il a peur d'eux. Et il a très peur du communisme ou de la montée de la gauche en Égypte. Donc, pour lui, la présence des Britanniques, il y a à la fois c'est un nationaliste, je ne peux pas lui faire un procès, c'est un nationaliste qui veut l'Égypte indépendante, mais en même temps, les troupes britanniques sont pour lui une protection. Donc, son jeu est assez compliqué. On va regarder une nouvelle archive, l'archive numéro 4, donc, qui évoque justement ce moment où eh bien, la crise politique devient de plus en plus frappante. On la regarde.
grave crise en Égypte marque une nouvelle étape de l'histoire. Le roi Farouk, qui est actuellement engagé dans un bras de fer avec les Britanniques, a de nouveau confié les rênes du gouvernement à Ali Mahir Pacha. Un couvre-feu rigide a été instauré au Caire suite à la succession d'émeutes, de morts et d'incendies. Une démonstration bien plus importante que les soulèvements de l'année précédente. Un terrible affront fait aux colonies britanniques et occidentales. Suite aux violences intervenues quelques jours plus tôt à Ismaïlia, les affrontements entre Britanniques et Égyptiens ont été les plus durs depuis que le conflit a commencé en octobre dernier. Dans les villages situés sur la route Le Caire-Ismaïlia et les zones sous tension alentour, les troupes britanniques, soutenues par des tanks et des avions, ont rassemblé les rebelles et saisi leurs armes. Le meurtre d'une religieuse américaine motive d'autant plus cette opération antiterroriste. Un nationalisme violent en Égypte, mais aussi en Tunisie, qui n'est pas sans répercussion pour le monde occidental. Alors là, il faut un peu expliquer ce qui s'est passé entre la période dont on parlait, c'est-à-dire 1948 et 1952, Toufik Akimandos, pour que cette situation se soit à ce point dégradée. On a déjà, là en l'occurrence, Farouk a tenté de reprendre la main, il a déjà changé son Premier ministre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et quelles sont ces journées d'émeute dont on dit qu'il est peut-être lui-même l'inspirateur? On ne sait pas très bien qui en est l'inspirateur de ces journées d'émeute, en particulier au Caire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là en 1952? D'accord, alors je commence pour une fois pour que je peux dire du bien de Farouk que je crois qu'il n'y est pour rien pour la journée d'émeute, ou alors pour très peu. Alors je crois qu'il n'y est pour rien. Ce qui se passe, c'est qu'en 1949, après donc la défaite de Palestine, il a l'idée de convoquer des élections qui seront des élections libres, et il pense que le pays sera ingouvernable, c'est-à-dire que le WAFT est discrédité, etc., qu'il n'y aura pas de majorité à l'issue de ces élections. Manque de peau pour lui, le WAFT gagne les élections, et les gagne très nettement. Sauf que le WAFT est sur Mustafa. Il y a des raisons structurelles, mais il y a aussi un côté psychologique. Je vais plutôt parler du côté psychologique qui est plus facile. Mustafa Nahas, qui est maintenant très âgé, veut finir sa vie par un exploit et il veut négocier la vraie indépendance de l'Égypte. Et il commence à négocier avec les Britanniques, alors que ceux-là ne sont plus dans le même état d'esprit qu'en 1946, et où ces derniers, avec les États-Unis, sont en train de préparer des plans de défense de la région qui exigent précisément une présence en Égypte, entre autres. Et Nahas, voyant qu'il n'y a aucune progression, prend l'initiative d'abroger le traité unilatéralement, le traité anglo-égyptien qu'il avait signé en 1936. Et avec un discours célèbre où il dit « je l'ai signé pour l'Égypte, c'est pour l'Égypte que je l'abroge », et il va lancer, laisser lancer des mouvements de guérilla contre les troupes britanniques qui sont dans le canal. Alors il va comme toujours avec le WAFT, c'est plusieurs acteurs, plusieurs branches, chacun, pas forcément tout le monde sait ce que l'autre fait, mais grosso modo beaucoup de WAFDistes vont participer ou vont armer les volontaires. Ça a été un mouvement de masse dans la jeunesse, des volontaires qui vont faire la guerre ou qui vont attaquer les troupes britanniques. À un moment donné, une bavure britannique immense tue 80 policiers à Ismaïlia. C'est une grosse bavure. Enfin, là aussi, moi personnellement, je peux le dire même en public, je pense que le comportement du ministre de l'Intérieur du WAFT, Fouad Sarguedine, est très critiquable. C'est-à-dire, il savait, quand vous avez un ultimatum, quand une armée donne un ultimatum à un centre de police pas très armé, vous ne dites pas au centre de police de résister, vous dites de dégager. Mais enfin bref, il y a eu un massacre de 80 policiers égyptiens. Je crois que c'était le 24 janvier, c'est ça, ou le 25 enfin. Et le 25 et le 26, au Caire, de très grandes manifestations ont lieu pour protester contre ça. Et dans les manifestants, il y a la police. Il faut voir que ce jour-là, il n'y a pas de police en Égypte, au Caire, je veux dire. Cette police manifeste, et elle est du côté des émeutiers. Et à un moment donné, c'est violent, enfin c'est violent, c'est véhément, mais c'est pacifique jusqu'à midi. C'était un samedi, je crois que c'est le samedi 25 janvier, ou si c'est le 26, vous me parlerez. Je crois que c'est bien que c'est le 25 janvier. Samedi 25. À un moment donné, on perd le contrôle. Et tous les établissements cosmopolites qui symbolisent le cosmopolitisme. On met le feu aux hôtels, voilà. On parle des inglésies, les fameuses inglésies qu'il faut attaquer. On défenestre des Anglais, c'est assez horrible, il y a des dizaines de morts. Alors ce qui permet aux gens de dire que Farouk est pour quelque chose,
c'est de dire qu'il va hésiter jusqu'à 5 heures de l'après-midi avant d'envoyer l'armée. Oui, alors il se trouve que c'est le jour où il y a un banquet en l'honneur de la naissance de son fils. Oui. Et donc il est dans son palais et on l'avertit, mais c'est le banquet à la naissance de son fils. Donc il a eu 3 filles auparavant, donc c'est le premier fils qu'il a avec sa deuxième femme. Et donc l'armée n'interviendra qu'à 4 heures de l'après-midi, c'est ça? À 5 heures. En fait, il a hésité. L'armée était là. Une grosse partie de l'armée était là, mais moi à sa place j'aurais hésité. Il venait de perdre, il savait que l'armée n'était plus avec lui. Donc demandez, aucun chef d'État, y compris les militaires comme M. Moubarak, quand vous demandez à l'armée de garder l'ordre dans la capitale, votre régime dépend d'elle. Si elle décide de vous mettre à la porte, vous dégagez. Oui, c'est fini. Donc il a eu très très peur. Et je ne crois pas que ces 4 ou 5 heures d'hésitation prouvent quoi que ce soit. Après cela, on a toutes sortes de forces politiques. Je pense essentiellement, évidemment, à Jeune Égypte. Enfin, ça s'appelait plus Jeune Égypte, au parti de M. Ahmed Hussein. On a les Frères musulmans. On a certains groupes obscurs, dont certains avaient peut-être des affiliations, on ne sait pas, avec les services britanniques. Il y a toutes sortes de groupes. Ceux pour qui c'est prouvé, ce sont les Frères et le parti de M. Ahmed Hussein, qui, évidemment, ont envoyé des gens participer au pillage et aux incendies. Ils avaient des listes de bâtiments à brûler. Donc voilà, je vous dis, c'est horrible, ça dure plusieurs heures, l'armée intervient en début de soirée, et les officiers libres qui, à l'époque, sont à la tête des régiments ou des divisions qui prennent position au Caire, décident de ne pas prendre le pouvoir parce qu'ils savent que s'ils prennent le pouvoir, l'armée britannique intervient le lendemain. Et donc Farouk se retrouve avec ça sur les bras, d'une certaine façon, on peut dire. Farouk, il fait la mauvaise lecture. Si l'armée n'a pas pris le pouvoir ce jour-là, c'est qu'elle ne peut pas le prendre ou qu'elle ne veut pas le prendre, qu'elle est fidèle. Ça, c'est une autre histoire. Alors, Marlène Belilos, est-ce que cette Égypte cosmopolite que vous avez connue, cette Égypte plutôt du côté d'Alexandrie d'ailleurs, cette Égypte-là, sans venir quelque chose. Est-ce que vous voyez, à partir de quand voyez-vous dans le milieu qui était le vôtre, et d'après ce que les documents et les souvenirs qu'on vous a racontés, que ça commence à se sentir pour le Roussi, pour justement toutes ces populations qui sont soit étrangères pour certaines d'entre elles, soit implantées depuis longtemps, mais considérées comme exogènes par une partie de cette population égyptienne. Est-ce que vous avez senti Je vais vous dire, ce qui est terrible, c'est qu'on n'a rien senti du tout. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vous dire aussi que l'Égypte, c'est Alexandrie, le Caire. Déjà, à ce moment-là, entre Alexandrie et le Caire, la distance est considérable. Pourtant, ce n'est pas vrai. Mais à ce moment-là, c'est considérable. C'est-à-dire traverser d'Alexandrie au Caire, c'est une traversée, c'est la traversée du désert. Donc je ne vous explique pas, c'était vraiment... Nous, on faisait ça une fois par an. En hiver, on allait voir les cousins au Caire. Alors, je vous dis pas... Et le reste de l'Égypte, encore moins. Voilà, ce que j'allais vous dire, la Haute-Égypte, alors n'en parlons pas, c'est vraiment c'est une le société bout du monde. Oui, c'est une société qui est tournée vers l'extérieur, qui est tournée vers l'Europe, qui regarde ailleurs. Voilà, c'est-à-dire c'est une société qui est tournée, surtout nous à Alexandrie, on est vraiment sur la Méditerranée. En fait, ce qu'on regarde, c'est l'Europe. Et ce qui est, en même temps, si vous voulez, qui moi m'a extrêmement troublée, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'était qu'en fait, nous, alors cette société que vous dites cosmopolite, nous, on s'appelait les Européens. Et en fait, on était Européens de rien du tout. On était nés là. On était nés du Moyen-Orient. Et en fait, on se disait Européens. Alors moi, je cherchais en fait cette identité européenne qui... Il faut dire que quand on va à la pâtisserie à Tinéos, qu'on va manger des meringues chez Flukinger, qui est le confiseur suisse, qu'on va au restaurant chic qui s'appelle l'Union, qu'on est à l'école religieuse de la Mère de Dieu, forcément que le cinéma c'est la Metro-Goldwyn-Mayer, et forcément on va au sporting club pour faire des sports tout à fait sophistiqués. Et, non, mais même pas européens, des plus sophistiqués que l'Angleterre a mis au point, du curling sur du gazon, enfin des trucs absolument extraordinaires. Quand on vit dans cette société-là, on vit en fait, et ça c'est assez important, c'est-à-dire que pour moi qui étais enfant, on vit en fait en même temps un divorce identitaire. C'est-à-dire qu'on se dit, mais qu'est-ce que je...
de quoi on parle? On me parle de l'Europe, mais je vis dans un endroit où il fait une chaleur torride. On me parle, les profs me parlent de la rosée dans un sous-bois en Touraine. Enfin, je veux dire, on a l'impression de Un peu schizophrène quand même. de devenir fou. Il y a quelque chose qu'on recherche du vrai. C'est pour ça que nous, quand on va nous annoncer qu'on part, pour moi, c'est le bonheur. C'est-à-dire partir en Europe, c'était enfin Retrouver l'Europe. retrouver l'Europe. Alors qu'en fait, si vous voulez, on vivait déjà là-bas. Pour moi, je vivais déjà un exil. Je vivais un exil en Égypte. Et je pense que tous les gens de ma génération vivaient, et s'ils étaient honnêtes, ils vivaient un exil intérieur. Tofika Klimandos, sur ce témoignage de Marlène Belilos, à part le fait que c'est un témoignage, mais justement sur cette question justement de ces communautés qui étaient tournées vers ailleurs, qui ne regardaient pas l'Égypte profonde, pourrait-on dire? Je ne les connais pas très bien. Moi, je regrette profondément qu'on n'ait pas trouvé une manière de garder tout le monde. Mais vous savez, les passions de l'histoire, les passions de l'époque étaient ce qu'elles étaient. Est-ce que je peux juste vous dire quelque chose? Parce que non seulement on n'a pas trouvé une manière, mais je vais vous dire, je suis allée pas plus tard qu'il y a 3 jours à un débat sur les écoles juives en Égypte. Et encore maintenant, les gens qui faisaient ce débat se demandaient pourquoi ces écoles, pourquoi il y avait eu du prosélytisme. Et ça. En fait, ils voulaient refaire l'histoire. C'est vrai que c'est impossible. Vous avez raison de dire ça. On n'a pas trouvé. Et encore maintenant, à mon avis, on ne pourrait même pas trouver. Parce que les gens sont encore complètement hérissés sur ces questions-là. Aussi bien les Juifs sur la question de pourquoi on les achetait dehors. Et en fait, bon, les pires d'entre eux, dont j'espère que je ne suis pas, disent oui, mais enfin, on leur a tout apporté, il ne faut rien exagérer non plus. Et en même temps, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de partir? On était les meilleurs d'entre eux et tout ça. Et moi, je ne pense pas du tout ça. Moi, je pense que j'aurais aimé, effectivement, comprendre déjà plus à la nation égyptienne. Et moi, j'ai été ravie quand j'ai entendu Nasser nationaliser le canal de Suez. Je vous le dis franchement. Je ne suis pas sûr que dans toute votre famille, c'était le cas. Non, enfin, non. Pas sûr. Ça, je ne peux Mais pas ça, parler c'était pour eux. une passion adolescente, en l'occurrence, Marlène Belilos. Alors, justement, tourner vers l'étranger, en l'occurrence, que fait le roi quand il s'en va? Il s'en va, et c'est l'archive numéro 5, il s'en va en Italie, il s'en va du côté de Capri, sur son yacht, qui vous sert donc... en l'occurrence de titre à votre livre, Marlène Belilos, donc le Maroussa, donc, qui veut dire en arabe le bien protégé. C'est ça, si je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai Le bien protégé. Le bien protégé. En l'occurrence, il part donc pour l'Italie et plus exactement pour Capri. Archive numéro 5. Voyage. Venant d'Alexandrie, le yacht de l'ex-roi Farouk a abordé à Capri. Naguère ennemi des photographes, celui qui n'est plus que le prince Farouk Fouad a accepté de poser avec son fils Ahmed Fouad, nouveau roi d'Égypte, et son épouse Nariman. Le pays de sa lune de miel est devenu une terre d'exil. Archive très courte. Alors, pourquoi avoir appelé ce petit livre de souvenirs le yacht du roi Farouk, Marlène Belilos? Parce que c'est ah oui, c'est l'image. C'est-à-dire que tout le monde vous dira, je suis sûr que c'est faux, tout le monde vous dira qu'il a vu le yacht partir. Moi aussi, je vous dirais ça, c'est pas vrai. En fait, le yacht est parti depuis Ras El Tin. Et il est parti à un moment... Le palais du roi sur la mer. Le palais du roi, oui. Parce que vous savez, il y avait les 2 palais. Alors évidemment... Théophile, lui, il est pas du tout sensible à ces choses-là, mais moi, je me trouvais, c'était formidable. Il y avait les 2 palais. Alors, il y avait un palais qui était Montaza et l'autre, c'était Ras El Tin. Et on appelait ça le soir, tout était illuminé. On appelait ça le collier de la reine, avec la corniche et les 2 palais à un endroit et à un autre. Enfin bon, toujours est-il que pour moi, effectivement, cette idée que le roi était monté sur ce yacht, était parti
comme ça, à la dérobée. Et puis, vous savez, c'est pas très grand, Alexandrie et la Corniche. Nous, on allait à la plage tous les matins et tout ça. Alors, on a tous eu l'impression de le voir partir. Et cette idée qu'effectivement, tout d'un coup, il était parti comme ça, c'est une image qui m'est restée parce que c'était la mer. L'Égypte, pour moi, c'était la mer. Avec en même temps l'idée, quand même, que... Alors, on n'est pas d'accord avec Taoufik, parce que pour moi, en fait, il est parti avec le yacht et il a renvoyé le yacht. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas gardé. Alors qu'en fait, quand je pense à ces Ben Ali, à tous ces voleurs et escrocs, ils sont partis avec tout. Oui. Lui, il a renvoyé le yacht qui est devenu un bateau officier. Voilà. Alors, il va pas être d'accord avec moi, mais c'est vrai qu'il a renvoyé le yacht. C'est une rêverie de la jeune fille en Égypte à l'époque. Comment ça se passe? Est-ce qu'il le renvoie ou est-ce qu'on lui redemande donc, de le ramener donc, pour qu'il devienne un bateau-école pour les officiers de marine? Je vais d'abord dire qu'en fait, je ne sais plus si c'était en 1950 ou 1951, il avait fait restaurer ce bateau et ça avait coûté 1 million de livres, ce qui est une somme énorme à l'époque, dans un pays où il y avait une énorme misère sociale. 100 hommes d'équipage, c'est ça? Non. Je crois que c'est 100 hommes d'équipage. Mais enfin, ça avait coûté 1 million de livres et il y avait eu un gros scandale là-dessus, à un moment où la question sociale... Yacht, il faut dire que c'était une merveille, parce que c'était le premier yacht construit ainsi en bois, dans des endroits en Angleterre, extrêmement extraordinaires. Le chantier des Samula Brothers. Vous savez que les rois, ils font quand même... Versailles et tout ça, il faut quand même pas exagérer. C'est pas tout acheté. Non. Bon, alors pour vous répondre, après, non, en fait, le navire était quand même piloté par des militaires. Donc il n'a pas vraiment eu le choix. Et on l'a pris, on l'a déposé, et on l'a ramené. On voit combien l'historien est déceptif par rapport à la psychanalyste. C'est tout. On est désolé. Les psychanalystes disent quand même que les sujets ont quand même un droit à l'histoire. On ne peut pas dire qu'en fait, cet homme, il n'a rien fait. Là, ça s'est peut-être fait un peu sur lui. Alors continuez, Taoufik et Climandos. C'est essentiellement ça. Après, je pourrais continuer. Alors effectivement, quand on voit à quoi on ressemblait, on peut donner des noms, M. Saddam Hussein, Hafez al-Assad, etc. La liste de démocrates arabes est longue. Donc effectivement, le roi Farouk à côté n'a pas à rougir de son bilan. Reste que si on oublie à quoi ont pu ressembler, j'ai oublié Auguste Kadhafi, à quoi ont pu ressembler les dirigeants de la région, si le roi Farouk a quand même un bilan qui est plutôt déplorable quand même. Je ne dirais pas ça de son père. Alors tout de même, il abandonne le pouvoir, mais pour donner une sorte de change, il considère qu'il abdique au profit de son fils, et son fils, c'est le petit bébé que l'on voit dans ses bras, en l'occurrence c'est Fouad, qui est donc celui qu'on a vu au tout début, en 1965, défiler derrière le cercueil de son père. C'est lui qui, théoriquement, devrait être l'héritier de la couronne d'Égypte, en l'occurrence. Il n'a pas eu le choix, c'est-à-dire en fait, on est arrivé avec des blindés, dans un remake qui est traumatique pour lui, du 4 février 1942, on est arrivé avec des blindés, on lui a dit tu signes ça. Et il faut voir, alors peut-être qu'il l'avait su, qu'il y avait eu un débat très acerbe au niveau du Conseil de commandement de la Révolution, qui ne s'appelait pas comme ça à ce moment, le comité fondateur des officiers libres. Il y avait ceux qui voulaient le prendre. Et peut-être qu'on lui l'a dit, peut-être qu'on l'a suggéré. Et Nasser Naguib, entre autres parce qu'ils avaient pris des engagements internationaux, mais pas seulement pour ça, sont arrivés avec on fait signer un document pour le faire abdiquer. En fait, il n'a pas discuté non plus. Je veux dire, il n'a peut-être pas les moyens de discuter, en l'occurrence. Quand on arrive avec les chars, il n'a peut-être pas le moyen de discuter. Non, mais on peut pas quand même faire une vision de l'histoire où les acteurs principaux n'ont absolument aucun choix. Il aurait pu se suicider dans son palais, il aurait pu faire ci, il aurait pu faire ça. Il se trouve qu'il est un acteur, il est un acteur de l'histoire, il est un sujet. Alors, simplement, moi, je suis, en tant que psychanalyste, je ne peux pas être d'accord avec l'idée que les gens ne font que ce que les autres veulent. Cet homme-là, il venait d'une école d'officiers. Britannique. Quoi ? Britannique. Il avait une certaine éducation. On peut dire aussi que quand il est parti, et ça, il y a des photos qui le montrent, quand il est parti, les officiers et tout ça ont fait la haie d'honneur. Voilà. Quand il est monté sur son bateau, on va dire qu'il était quand même honni par la population. À la fin, il avait été un peu... Je suis d'accord, mais enfin bon.
par la population. Après, à tort ou à raison, on peut en discuter. Oui, vous avez raison, il a essayé de faire des choses. Ce qu'il a essayé de faire, c'est de demander l'intervention des troupes britanniques et de demander la protection américaine. Et les deux l'ont envoyé bouler. On lui a dit, on va veiller à ce que... Alors ça, il faut peut-être s'arrêter sur cette question-là, parce que c'est quelque chose qui est peu connu de ceux qui ne connaissent pas l'époque de l'Égypte de l'époque, puisqu'évidemment plus tard, Nasser reprendra le pouvoir à Naguib, et donc ensuite passera un accord bien connu avec en particulier l'URSS. On imagine que ces officiers libres qui prennent le pouvoir sont des pro-soviétiques, en l'occurrence. Ça n'est pas du tout le cas. Ce sont les Américains qui ont la main sur eux d'une certaine façon, en tout cas qui les protègent. Alors ce sont des nationalistes égyptiens. Ce qui se passe, c'est qu'il y a, je le rappelle, il y a 80 000 soldats britanniques dans la région du Canal. Alors, ça c'est un premier point. Second point, le 31 décembre 1951 au 1er janvier 1952, les officiers libres, ce qui est une des bizarreries amusantes de l'Égypte, c'est un mouvement clandestin qui se présente à des élections, celui du club d'administration des officiers, de l'armée, je veux dire, des militaires, et qui gagne les élections, qui remporte une victoire écrasante. Les chancelleries occidentales se rendent compte qu'il y a un problème dans l'armée, puisque une liste a écrasé la liste du roi, et a écrasé très nettement. Bref, ils entrent en contact. On sait que les Américains sont entrés en contact avec le mouvement des officiers libres. On ne sait pas exactement ce qui s'est dit, mais a priori, ce qui s'est dit, c'est si vous n'êtes pas communiste, nous en avons marre du roi Farouk, ou en tout cas, nous n'aurons pas de problème à ce que vous preniez le pouvoir si vous avez les moyens de le faire. Ils ne les ont pas aidés, mais ils ont dit, ils ont garanti qu'eux n'auraient pas de problème. Nasser savait via les frères musulmans, dont il était l'allié à l'époque, mais un allié qu'il détestait, enfin c'est une longue histoire, mais il savait via les frères musulmans que les Britanniques, eux aussi, en avaient marre du roi Farouk et avaient dit aux frères, si vous avez les moyens de le mettre à la porte, mettez-le à la porte, nous sommes dangereux pour l'Égypte. Donc, quand il prend, on a d'autres, je ne peux pas énumérer là, ça prendrait des heures, toutes traces de contact qu'il y a eu. Quand des officiers libres se mettent en branle, ils savent que s'ils réussissent leur coup, ce qui n'était pas évident, ils n'auront pas d'intervention britannique au Caire, où il y a 99 chances sur 100 qu'il n'en ait pas. Et donc, effectivement, ils réussissent leur coup. On va regarder justement ce que nous dit la nouvelle archive, donc, qui s'appelle l'Égypte d'aujourd'hui, après le coup d'État. Donc, on est en octobre 1952. Une archive, là aussi, fort intéressante, l'archive numéro 6. Le Caire est calme. Après les grands événements des mois derniers, l'Égypte prend un nouveau départ. Notre envoyé spécial nous en donne aujourd'hui ce sensationnel reportage. Le départ de Farouk a laissé vide d'immenses palais. Au Caire, le palais d'Abdin aligne ses innombrables salons où l'or éclate sur tous les murs et sur tous les meubles. L'ex-roi, au moment du départ, n'a pu emporter du palais d'Abdin, où il n'est pas revenu, les trésors qu'il contenait. On regarde aujourd'hui avec curiosité sa chambre luxueuse et sa salle de bain où la baignoire était à l'échelle du monarque. On compte avec étonnement alignés dans les tiroirs et les vitrines les multiples services de table d'argent et d'or massif. On reste ébloui devant ces multitudes d'assiettes d'or, ces cristaux gravés d'or, ces coupes d'or, tout cet or qui s'étale et s'accumule et dont la masse la plus considérable est ce plateau de 80 kilos dont le métal seul vaut 40 millions. À Alexandrie, le palais de Montaza s'entoure de parcs luxueux où l'ex-roi pesait élevé pour les tirer à l'aise des troupeaux de gazelles. Tout près, le palais de Ras el-Tin se dresse au milieu des jardins qui mènent au port privé où l'ex-roi s'embarqua sur le yacht Maroussia, aujourd'hui revenu au port. Reste d'un passé sur lequel tombe le voile de l'oubli, l'Égypte d'hier. L'Égypte d'aujourd'hui, c'est Naguib qui vit dans une modeste villa des environs du Caire au milieu de ses 3 fils. Hier, simple général, il occupe la première place de l'actualité égyptienne
depuis le coup d'État qu'il prépara au cercle des officiers, dans ce salon où l'on montre aujourd'hui le fauteuil qu'il occupait le jour fatidique. Son mouvement, appuyé d'abord sur l'armée, a naturellement placé l'armée au premier plan. Et Neguib est aujourd'hui l'idole de toute la jeunesse militaire. Mais au quartier général, où il travaille 18 heures par jour, Neguib voit plus large. Sa révolution ne veut pas être un simple putsch. Il veut en faire, comme il le dit lui-même, le début d'une Égypte nouvelle. Je suis heureux de pouvoir, par l'intermédiaire des actualités françaises, saluer le peuple français. Je sais tout l'intérêt qu'il porte au grand mouvement de réforme dans mon pays. Le succès de ces mouvements n'est pas dû à la seule action de l'armée, mais aussi à l'encouragement du peuple tout entier. La première tâche entreprise, et sans doute la plus urgente, est la solution du problème agraire. Jusqu'ici, une majorité de fellahs travaillait sur d'immenses domaines appartenant à une sorte de féodalité de l'argent. Une refonte des grands domaines s'impose. Une population pauvre vit le long de ce Nil qui fait la richesse de l'Égypte depuis les pharaons. Il faut donner l'aisance à ce peuple d'indigents. Neguib réussira-t-il à transformer l'Égypte? Sera-t-il le Kemal Atatürk de la terre d'Isis? L'avenir le dira. Ça marche, voilà, ça marche bien. Beaucoup de choses aussi dans cette archive, Tofik Akimandos, et en particulier ce sur quoi vous avez travaillé pour votre thèse, c'est-à-dire la place de l'armée, puisque là, en l'occurrence, c'est l'armée qui prend le pouvoir, cette armée qu'on voit encore aujourd'hui reprendre le pouvoir dans l'Égypte d'aujourd'hui. Donc, pourquoi cette armée est-elle si importante? Quelle valeur porte-t-elle? Et en quoi, justement, a-t-elle la possibilité de prendre et de garder aussi longtemps le pouvoir dans cette Égypte d'après Farouk, et même pendant que Farouk est au pouvoir, parce qu'on voit bien qu'elle est active, cette armée, elle est là en sous-main, elle n'a pas encore le pouvoir civil, mais des civils, mais elle a la volonté de le prendre. Disons que l'armée sous Farouk, quand même, n'est pas l'armée d'après. D'abord, c'est une armée... il y a eu un engouement de la petite bourgeoisie et des classes moyennes égyptiennes pour la carrière militaire, c'est-à-dire quand on démocratise l'admission, démocratise relatif, je vais vite, l'admission à l'académie militaire, la première promotion, il y a 55 places, il y a quelque chose comme 1500 candidats, et ça ne va pas aller s'arrangeant, mais disons qu'on forme, parce que là les Britanniques font, on est à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques ont intérêt à ce que l'armée égyptienne soit un auxiliaire puissant, donc ils envoient les meilleurs officiers formés. Là, on a des officiers qui vont être extrêmement bien préparés, d'excellents techniciens, sauf qu'ils n'ont pas les armes et qui n'auront pas et que la troupe, elle, est beaucoup plus, comment vous dire, beaucoup plus pauvre, beaucoup moins instruite, etc., etc. Donc, ils vont être très frustrés par, disons, le fait qu'ils ne peuvent pas. Que l'armée n'est pas à la hauteur de leurs espérances ou de leur conception. Il faut dire aussi que ce sont des gens, il faut voir que dire que Nasser et Sadat étaient des incultes, c'est commettre une très grosse erreur d'appréciation. La vie intellectuelle égyptienne est très animée à l'époque, comme elle le sera les 15 dernières années de Moubarak, ou les 20 dernières années de Moubarak, et donc sont de grands lecteurs qui ont un savoir d'autodidacte, donc limité, mais qui ont quand même une grosse culture. Et ils ont un agenda à la fois modernisateur, nationaliste et de réforme sociale. Sous Farouk, l'armée ne fait rien, en fait. Elle se prépare. Une partie d'entre eux se prépare. Elle gère son mécontentement. Elle essaye, après il faudra entrer dans le détail, disons l'équation est simple. Si vous êtes, quand le gouvernement est pro-britannique,
les militaires ne sont pas contents, mais par contre, les Britanniques livrent des armes. Quand le gouvernement est anti-britannique, les militaires sont peut-être plus contents, mais les armes ne sont pas livrées par les Britanniques. On fait court. Avec toutes sortes de problèmes sur toutes sortes de choses, etc. Et toutes sortes de nuances à introduire. Après, sous Nasser, c'est extrêmement simple. Il décide, il en a parlé dans la philosophie de la Révolution, il dit que c'est la seule force où les conflits de classe n'existent pas. Elle est unie par un ethos et elle est disciplinée, et c'est ce qu'elle veut. Elle est consciente des impératifs et de justice sociale et de modernisation. Donc ils vont prendre le contrôle. Dans chaque administration, ils vont envoyer des militaires prendre le contrôle. Alors certains sont compétents, d'autres sont ridiculement incompétents, on peut entrer dans le détail. Il y a aussi le fait que souvent, quand vous envoyez quelqu'un contrôler cette administration, c'est surtout une manière de le mettre à la porte de l'armée. Alors vous pouvez le mettre à la porte de l'armée parce qu'il est politiquement inquiétant, ou au contraire parce qu'il est particulièrement stupide et dangereux. Enfin, il y a toutes sortes de choses, et Nasser va construire une bureaucratie moderne qui est aussi un État sécuritaire. Il faut voir que c'est un monsieur qui avait 34 ans, qui avait chiffré ses chances de succès le jour de la Révolution à 5%. Le coup, l'État a réussi au-delà de toute espérance. Il a contre lui les frères musulmans qui ne sont pas, malgré les révisionnistes, une force ni pacifique, ni modérée, ni etc. Il a aussi toutes sortes de nationalistes qui veulent aller casser du britannique dans la région du Canal. Il a besoin d'un régime sécuritaire puissant. Et il ne va pas y aller avec le dos de la cuillère. Mais par contre, c'est vrai que question modernisation non plus, il ne va pas y aller avec le dos de la cuillère. Et d'ailleurs, avant ce moment-là, on va passer peut-être la dernière archive, c'est-à-dire l'archive numéro 8. On va sauter l'archive numéro 7, qui était bien belle, mais on n'aura pas le temps de la passer. L'archive numéro 8, donc sur la crise gouvernementale, qui va faire que ce Neguib qu'on voit donc comme un héros parlant français aux actualités françaises et s'adressant aux Français, ce Neguib va se voir progressivement mis sur la touche et démis de ses fonctions justement par Nasser. C'est l'archive sur la crise gouvernementale en Égypte, donc dernière archive de cette séquence. Donc on est en mars 1954. C'est donc très exactement il y a 70 ans, si je me trompe. 60 ans ou 70 ans 60 ans. De notre envoyé spécial en Égypte, ces images authentiques les plus récentes de la crise égyptienne, le général Neguib venait d'être écarté du pouvoir par le colonel Nasser. La foule grondait dans les rues du Caire et les forces imposantes de la police et de l'armée maintenaient l'ordre. Mais la popularité du général Neguib restait vivace. Coup de théâtre, des officiers fidèles à Neguib venaient le chercher dans sa villa où, pendant 40 heures, il avait été, comme on dit en style militaire, mis aux arrêts. Les manifestations populaires s'amplifiaient et Neguib était acclamé par la foule. En compagnie du colonel Nasser, le général Neguib arrivait au Conseil de la Révolution. Ses partisans, qui n'avaient pas perdu confiance, retrouvaient leur chef. Cet incident n'est qu'un nuage déjà oublié, disait Neguib. Deux groupes, également préoccupés du sort du peuple, ont compris que la sagesse est préférable à la passion. Au cri de liberté, constitution, élection, la foule semblait admettre la solution qui lui était officiellement proposée. Neguib, président de la République, Nasser, président du Conseil. Mais la partie n'est pas jouée et l'on parle beaucoup de par le monde d'un certain canal du côté de Suez. Ce qui est incroyable, c'est qu'on croirait ce commentaire écrit 2 ans plus tard, parce qu'effectivement, la crise du canal de Suez, c'est 2 ans plus tard. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment, en fait, on arrive à écarter un peu l'homme phare de la Révolution, et comment Nasser arrive-t-il à faire à ses fins, justement, en 1954, Taoufik Akimandos? Alors, c'est une histoire très compliquée. Je commence par me corriger. J'ai beaucoup mis l'accent sur le côté État sécuritaire mis en place, mais il faut voir l'ampleur des réformes et de l'effort consenti en faveur des défavorisés par toute cette équipe. On peut raisonnablement dire que pour le moment, Nasser est le seul homme d'État ayant gouverné l'Égypte à s'être vraiment occupé des pauvres et de l'avoir fait un effort soutenu, Nasser et son équipe, un effort soutenu tous les instants. Et ça, il m'est important de le rappeler et de le dire avec force.
Après, il y a une question qui se pose très vite à l'équipe qui prend le pouvoir, et qui est: est-ce que démocratie et réforme sociale sont compatibles? Les réformes nécessaires, est-ce qu'on peut imposer, est-ce qu'on peut obtenir les réformes nécessaires, je parle de la réforme agraire, tout en organisant une vie parlementaire? Alors, la plupart des membres du Conseil de commandement de la Révolution pensent que non, et Naguib fait partie de ceux qui pensent que non. Et en fait, Nasser hésite un peu, on ne sait jamais avec lui s'il hésite vraiment ou pas. Nasser n'est pas absolument certain, il y a 2 ou 3 qui pensent qu'on peut concilier les deux, mais toujours est-il que le WAFT, Fouad Sarguedine plus précisément, qui est le secrétaire général du WAFT, va mettre tout le monde d'accord en s'opposant à la réforme agraire. Donc, comme on sait que s'il y a des élections libres, c'est le WAFT qui va les gagner, donc on doit enterrer la réforme agraire. Donc il décide d'enterrer la démocratie pour pouvoir faire les réformes. Le choix a été plus compliqué qu'on le dit. C'était pas aussi évident. Il y a eu une grosse période de flottement. Et je crois que le mobile était pas chez tout le monde, mais le mobile était pour les 4 ou 5 membres de l'équipe dirigeante plus noble. Après, évidemment, quand il est très facile de suspendre, entre guillemets, la démocratie, il est beaucoup plus facile de la réinstaurer, surtout quand vous avez connu sur beaucoup de monde. Plus difficile de la réinstaurer. Plus difficile de la réinstaurer. Et un des drames de Nasser, c'est que je pense qu'il était profondément convaincu de l'idée que la démocratie, et quand on dit démocratie, je ne parle pas de démocratie populaire, mais démocratie à la britannique, c'était le meilleur système du monde. Il n'a jamais, et dans son esprit, il fallait créer les conditions pour le mettre. Il l'a repoussé jusque... Oui, mais ayant bien entendu, ayant parti dans sa conception, c'était une Égypte où le parti qui serait à droite serait la version de la gauche du Parti travailliste britannique, et il faudrait une version encore plus à gauche. Mais enfin, l'ambiguïté, l'ambivalence, l'incohérence et la grandeur de Nasser viennent du fait que c'est un type qui croit en la démocratie. Je sais que ça semble long. Il faut quand même dire que non seulement la démocratie avait un peu du plomb dans l'aile, mais en même temps, il y a eu quand même ce grand mouvement, d'abord d'éjection de tous les étrangers, de nationalisation en masse. Je veux dire, moi, je suis pour la propriété commune, donc je m'en fous, mais c'était pas de mon âge. Mais enfin, pour les gens qui avaient fait leur vie là-bas, et qui avaient fait des fortunes parfois, des usines, des choses, tout ça, qui avaient effectivement des terres, des choses et ça. Les Français, les Anglais, les Juifs égyptiens, j'avais un passeport égyptien, ont été mis à la porte en 24 heures. On a été mis sur des bateaux, et puis c'était salut, bonsoir. Et avec, effectivement, il n'y a eu aucun dédommagement de rien du tout. Et en fait, si vous voulez, il y a eu quand même, de ce point de vue-là, moi je trouve qu'ils avaient raison, hein, mais enfin c'était leur pays quand même. Mais d'une certaine manière, si vous voulez, ça s'est passé quand même assez brutalement. Alors, oui, tout cela est exact. Il y a eu un mouvement de spoliation énorme et un mouvement, je l'ai dit au début, donc, et un mouvement d'expulsion de population, et ça ne recoupait même pas, ça ne veut pas dire si ça avait recoupé, ça aurait été sympathique ou excusable, mais ça ne recoupait même pas les divisions ethniques telles qu'elles étaient construites dans l'imaginaire de tout le monde. Donc ça, on est extrêmement d'accord. Il est évident que non, c'est plus ambivalent que je ne le dis, mais sur la question de la démocratie, j'y tiens, parce que ça ne veut pas dire qu'il se réduit à un démocrate malheureux, ça ne veut pas dire, mais c'est un point sur lequel j'insiste, parce que c'est une dimension méconnue du personnage. Je suis en train de vous parler d'une dimension méconnue, pas de toute la complexité du monsieur. Alors, pour revenir à Naguib, c'était aussi un nationaliste, un type qui était à la fois très moderne, il était socialiste en économie, conservateur, question mœurs, mais conservateur pro-libération de la femme, ce qui n'est pas forcément automatique dans cette région du monde. Et en politique, il faisait le contraire de ce en quoi il croyait, c'est-à-dire qu'il était beaucoup plus autoritaire, alors qu'il disait être démocrate, je crois qu'il l'était quelque part, qu'il était conscient des limites de l'autoritarisme. Mais c'est très compliqué. Mais pour revenir à là,
Le problème de Naguib, alors là, moi ça me fascine parce qu'on dit qu'il travaille 18 heures par jour, je suis convaincu que c'est exact, sauf que la perception de l'autre équipe, c'est qu'il ne travaillait pas. De ses collaborateurs qui ne travaillaient pas. Alors il y avait une ambivalence fondamentale dans la manière dont le mouvement des officiers libres s'est créé. Ce sont des jeunes officiers qui sont venus choisir un chef, qui l'ont fait roi. Et lui, dans son esprit, il était le général et ils étaient des colonels. Donc c'est lui qui commandait. Dans une armée, le colonel signe, le général signe la promotion du colonel ou dans ce mouvement politique, ce sont les jeunes qui l'ont fait roi. Donc il y avait un malentendu de départ. Eux prenaient les voix à la majorité et lui, il revendiquait un droit de veto puisqu'il était politiquement responsable. Sauf que d'abord, eux, ça les embêtait. Ce droit de veto, ils y voyaient un penchant autocratique. Alors c'est rigolo venant de leur part, mais chacun est démocrate pour soi et autocratique pour les autres. Il y avait ça. Et en plus, il n'assistait pas aux réunions, parce qu'en fait, l'essentiel de son travail était un travail louable qui a fait énormément de bien à la Révolution. C'est un travail de communication. C'est-à-dire, il était en tournée, il recevait des journalistes, il n'était pas au courant des dossiers. Alors, il a fait un travail de relations publiques, j'aime pas le mot parce qu'il est péjoratif, mais enfin, il a fait un travail de consolidation. De savoir-faire, de faire savoir. De consolidation du régime qui a été extrêmement important pour ce dernier, mais il ne connaissait pas les dossiers et il avait le penchant assez désagréable pour ces jeunes officiers d'expliquer, c'est-à-dire de faire des promesses en public et puis de leur dire débrouillez-vous pour qu'elles soient réalisées. Et comme que ce n'est pas les dossiers, les promesses étaient absolument irréaliste, et il venait après à expliquer qu'il avait affaire de vilains garnements. Les vilains garnements, à un moment donné, on en a eu assez. D'avoir le sale rôle de ceux qui disaient non, etc., etc. Il y a évidemment le problème de jalousie personnelle, au sens que Nasser estimait que c'était lui qui avait fait l'essentiel du boulot et que Naguib... alors Naguib n'était pas un recrue de la dernière heure, mais que Naguib recueillait les fruits en termes de popularité, alors que qu'il avait fait moins que d'autres. Bon, alors évidemment, Naguib, lui, pensait que l'armée ne se serait pas ralliée à Nasser, que c'est le fait qu'il était un général prestigieux et populaire qui avait fait que toute l'armée s'était ralliée au mouvement, etc., etc. Alors, sur l'option autoritaire, les deux sont d'accord très longtemps et Nasser freine plutôt au début. Là, les mémoires de Naguib induisent en erreur. Naguib est le plus fort partisan de l'option autoritaire. Nasser freine jusqu'à ce que Naguib découvre qu'en fait ce sont les hommes de Nasser qui contrôlent l'administration et que l'armée est plutôt pro-Nasser puisqu'elle est au courant de ce qui se passe dans les coulisses, qui bosse et qui, je ne dis pas que Naguib ne bossait pas, qui connaît les dossiers et qui ne les connaît pas. À ce moment, il va découvrir des vertus à la démocratie. Puisque le peuple est pour lui et que l'armée est contre lui, évidemment la démocratie c'est pas mal. Donc les heurts se multiplient entre eux et à un moment donné il démissionne. Il en a marre, il démissionne. Et il y a effectivement une levée de boucliers dans la population qui est très inquiète, qui a cru, qui n'était pas entièrement faux bien sûr, au gentil papa, au gentil grand-père contre vilain garnement et qui a peur de se retrouver face au vilain garnement. Et donc il va se mobiliser pour le ramener. Et sous la pression populaire, nous sommes en février 54, fin février 54, début mars, il y a ça, et d'une part il y a un soulèvement des blindés. Les blindés étant l'arme la plus pro-démocratie, celle qui avait été mal à l'aise avec l'option il faut enterrer la démocratie pour imposer des réformes, celle qui pensait que les deux étaient conciliables. Et la combinaison de tout cela va ramener Naguib, va imposer le retour de Naguib. Il faut voir que là, dans la grande démonstration devant le palais Abdine populaire d'appui à Naguib et fêtant la réconciliation, une bonne moitié, voire beaucoup plus, ce sont des frères musulmans. Les frères musulmans sont mobilisés pour Naguib. Et dans la crise qui va suivre, la crise dite de mars-avril 54, tout le jeu de Nasser va consister à détruire l'union sacrée qui s'était instaurée contre lui. Et pour ce, il va d'une part s'assurer de la neutralité des frères qui vont
C'est-à-dire Naguib va très mal jouer de son côté, fâcher tout le monde. De toute façon, la coalition qu'il a ramenée n'était d'accord que sur un point, c'était que les vilains garnements étaient des vilains garnements. Et sur le reste, il y avait les wafdistes, il y avait les frères, il y avait ceci, il y avait cela. Et Nasser va réussir des alliances clés. Bon, ça, et au sein des blindés, c'est-à-dire au sein de l'armée, et il va réussir des alliances clés dans le monde ouvrier. Et il va renverser la tendance. Mais là, on n'y est pas. Là, on est au début mars. Ce dont je parle, c'est la fin mars, début avril. Et donc, Nasser va gagner une partie qui était au début compromise. Alors, on pourra tout à fait gloser sur est-ce que, parce que c'est géographiquement bête, le siège du haut commandement était en face du siège des blindés. Est-ce que les blindés auraient dû traverser, arrêter Nasser, voir le pendre, etc., ou pas? Est-ce qu'ils auraient pu le faire, etc., etc. Disons que ce qu'on sait, si ça avait eu lieu, comme le reste de l'armée était plutôt pour Nasser, on serait peut-être parti dans un truc, ce que les Égyptiens appellent un cycle syrien, qui avait effectivement fait peur aux blindés. Mais là, ils ont quand même raté, de leur point de vue, une occasion, et le savoir-faire de Nasser et ses appuis qu'il avait dans la bureaucratie, c'est lui qui avait les clés de la bureaucratie, dans l'armée et les appuis ouvriers lui ont permis de gagner la partie. Mais juste une chose, hein. Nous on l'a senti vraiment alors tout en douceur, hein. C'est-à-dire qu'en fait du jour au lendemain c'était Naguib, du jour au lendemain c'était Nasser. D'ailleurs on n'a pas vu tout ce qui s'est passé entre deux. Ça a été vraiment tac. Ouais. Et ça a duré 2 ans. Et pourtant, tac, enfin Nasser s'est imposé du jour au lendemain avec l'histoire de la nationalisation du canal de Suez. Et en fait, le fait aussi que par la suite, il s'est révélé qu'il avait un vrai projet. Alors, une question ou des questions qui viendraient de la salle pour nos invités. Donc, on a un micro qui va tourner dans la salle. Je dis à chaque fois, c'est toujours difficile de poser la première question. Est-ce qu'il y a des questions sur l'actualité, sur cette histoire-là, sur la période des années 50 ? La concomitance aussi qu'on n'a pas abordée, mais on ne peut pas tout aborder avec d'autres mouvements de libération. Le mois dernier, on était ici autour de Bourguiba, c'est la même période également, et donc l'indépendance de la Tunisie, ou le déclenchement, donc à peu près la même période aussi, de la Toussaint 54 et de la guerre d'Algérie, qu'on ne connaît pas encore sous ce nom-là. Bah, dites donc, si on a satisfait toute votre connaissance, c'est parfait. Ouais, c'est très bien. Ça arrive rarement, mais c'est parfait. Oui. Évidemment, moi je voudrais que vous me parliez, monsieur Aklimandos, de la situation actuelle du maréchal El-Sisi et de ce que vous en pensez. On fait un bond dans le temps. Ben si, vous êtes spécialiste des militaires. Donc déjà, les militaires sont à nouveau au pouvoir en Égypte, donc ça paraît logique. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Je pourrais renvoyer, vous dire, préciser votre question. Je vais essayer quand même de jouer le jeu. L'armée, le haut commandement de l'armée, au moment de la révolution du 25 janvier, parce que moi je pense que c'est une révolution le 25 janvier 2011 et la suite, que l'Égypte est dans une situation de processus révolutionnaire profond, je peux argumenter. L'armée était très embarrassée parce que d'une part, elle pensait que le régime l'avait bien cherché, et d'autre part, pour elle, cette révolution mettait en danger l'État. Et elle se considère comme le gardien, voire le propriétaire de l'État. Que l'État égyptien et son jouet, sa créature. Et propriétaire dans tous les sens du terme aussi, parce qu'il y a aussi un côté propriétaire foncier, pourrait-on dire, de l'armée dans la situation égyptienne. Disons que les terres qui n'ont pas de propriétaire en Égypte, soit appartiennent à l'armée, soit le gouvernement ne peut pas les mettre en vente sans avoir eu l'approbation de l'armée. C'est ça. Mais en même temps, il faut voir que l'armée a toujours préféré des postures en retrait, c'est-à-dire de laisser les civils, même s'ils sont dirigés par un chef d'État qu'ils qualifient civil mais d'origine militaire, c'est-à-dire un militaire retraité, ils ont toujours préféré ne pas se mêler de ces affaires, sauf quand ça dépassait les bornes. Gamal Moubarak ayant régulièrement dépassé les bornes de leur propre point de vue. On
pourrait argumenter. Enfin, je ne vais pas entrer dans... C'est un sujet que je connais, donc j'ai tendance à être confus là-dessus. Je vais être précis. Donc, ce qu'ils ont décidé, c'est que la meilleure manière de désamorcer la révolution était d'accorder la démocratie. C'est-à-dire, grosso modo, le chef d'état-major de l'époque, le général Sami Hanen, a dit à un collègue, un éminent collègue, il lui a dit, écoutez, le peuple égyptien a formulé 2 demandes. Il a formulé la demande d'élection libre, je sais à peu près qu'est-ce que c'est, je crois qu'on va lui donner. Et il a formulé une demande de refonte sociale, de redéfinition de l'appareil d'État, des relations de l'appareil d'État avec la société, etc. Ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ils se débrouillent entre eux. Ça, je ne veux pas en entendre parler. Bon, je caricature un peu, ou je rends plus violent ce qu'il a dit, il a dit de manière plus... Mais enfin, c'était ça. Et dans l'ensemble, il savait, tout ce monde savait, peut-être pas le 25 janvier, mais assez vite, que ceux qui allaient gagner les élections, c'était les frères musulmans. Et tout le monde, il y avait ceux qui pensaient que c'était une bonne chose, que les frères étaient une force conservatrice, ayant des réseaux sociaux bien implantés dans le pays, et qu'ils contribueraient à stabiliser la situation, et qu'un partenariat avec l'armée était possible. Et il y avait ceux qui pensaient que ce n'était pas le cas, et que, disons, les premiers pensaient en termes de ce que j'appellerais, sans faire de complot étranger, une feuille de route conforme à ce que les think tanks américains disent, ou les think tanks de la planète disent. Et ceux qui pensaient que ce n'était pas le cas, que l'Égypte n'était pas gouvernable, et que c'était une occasion rêvée de brûler, entre guillemets, les frères musulmans. Toujours est-il, donc, les frères ont gagné les élections, et que Maréchal Tantawi a réussi à convaincre les frères musulmans que le général Sisi, qui est le patron de la DRM, était leur homme, alors que c'était le plus anti-frère de la bande. Alors, parce que très bigot, paradoxalement, très religieux, et une grosse culture religieuse, l'idéologisation de la religion, c'était pas son truc. C'est un nationaliste très islamisé, mais c'est un nationaliste. Et en fait, l'homme qui était les 2 hommes qui étaient le plus partisans d'un partenariat avec les frères, c'était le général Sami Hanen et le général Las. Sauf que c'était des... Je ne suis pas en train d'incriminer qui que ce soit. Il s'est avéré, alors là vous me pardonnerez si je prends le parti de l'armée, c'est un peu le mien sur ces questions. Disons que l'armée avait en gros dit aux frères, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne touchez pas aux frontières. Le Sinaï c'est non. Etc., etc. Il s'est avéré que les frères n'étaient pas tout à fait ce qu'on appellerait un mouvement conservateur, ou alors c'est un mouvement révolutionnaire conservateur, qu'ils ont accentué la polarisation du pays, que le 22 novembre 2012, il y a eu une déclaration constitutionnelle de Morsi qui est, je vais être poli, une aberration, qui a détruit l'état de droit ou qui l'a suspendu, etc., etc. Après, on nous a expliqué que c'était juste pour faire passer la Constitution, mais ça, on ne l'a pas dit le 22 novembre, on l'a dit une semaine ou 10 jours après. Et donc déjà, l'armée n'était pas contente, et les griefs se sont accumulés. Alors, d'un point de vue, on peut énumérer, les frères ont opté pour une alliance avec le spectre de l'islamisme, y compris les gens des Qada. Alors, je ne dis pas qu'ils sont la même chose que Qada, mais ils étaient visiblement, ils ont décidé de les ménager au minimum ou de les utiliser, etc., etc., etc. Et les militaires n'étaient pas contre. Et il y avait bien sûr le risque de guerre civile, le bilan, si vous voulez la charia, les frères n'appliquaient pas la charia, si vous voulez le respect des frontières nationales, ils ne les respectaient pas. Alors je donne un exemple précis, je ne me penche pas sur l'affaire du Sinaï, puisque sur l'affaire du Sinaï, il y a des gens qui me diront les infos viennent des services, et les services mentent par définition. Je ne pense pas que les services mentent par définition, mais enfin je ne vais pas entrer dans ce débat. Et par contre, il a proposé de rétrocéder au Soudan Haleb et Chalatine, et ça, l'info vient des islamistes soudanais, qui sont des frères musulmans. Donc il ne peut pas nous raconter que c'est encore une information sortie de la tête malade des services. Donc il y a eu des problèmes sur les frontières, une alliance avec le Qada, une incompétence économique complète. Il s'en est pris à l'appareil de justice égyptien. Il est en train, au moment où il saute, il était en train de faire passer une loi qui allait mettre à la porte 4000 juges. Je ne veux pas donner la liste des griefs, donc à ce niveau,
il y a eu une méga manifestation le 30 juin qui a été, je peux vous raconter plus ou moins comment elle a été préparée. Mais enfin, il y a eu quand même au minimum 10 millions d'Égyptiens dans la rue, je crois plus. Je vais rentrer dans le débat des chiffres après, pour ceux qui n'y croient pas. Et l'armée a décidé de reprendre la main. Oui, mais elle le savait. C'est-à-dire, en gros, on savait, toute l'Égypte savait, sauf les frères, pour ça aussi on pouvait, toute l'Égypte savait que si la mobilisation prenait, l'armée ferait sauter le général. Tout le monde savait. C'est un truc qui est d'une beauté, le fait que tout le monde le savait, sauf les frères. Je reste pantois. Après, le problème est qu'il y a eu plusieurs problèmes. Et là, disons que le général Sisi, je suis pas certain qu'il n'avait pas forcément envie d'y aller. Il ne veut pas y aller pour toutes sortes de raisons, sur lesquelles on a un fort risque, même si la Constitution de 2014 est une Constitution qui est probablement la moins mauvaise de l'histoire de l'Égypte. Je ne dis pas qu'elle est bonne, mais c'est la moins mauvaise. Elle donne certes une place privilégiée à l'armée, mais il y a sur les questions des droits sociaux, des droits de la femme, sur les pouvoirs de la présidence, etc., il y a toutes sortes de choses. Le problème est que je ne vois pas comment le général Sisi semblait opter à avoir plusieurs choix. D'abord, ne pas se présenter candidat et être le faiseur de roi, mais là, visiblement, c'était un choix qui ne marchait pas. Je peux entrer dans toutes sortes de détails. Et là, il a aussi soit la possibilité, disons, on sent qu'il est très tenté par un autoritarisme à la Nasser, c'est-à-dire avec la grosse différence. Un autoritarisme d'un démocrate qui voudrait qu'il ne sait plus être démocrate et qui. Non, lui, ce serait plutôt l'inverse. Ouais. Ce serait plutôt l'inverse. C'est un autoritaire qui jouerait démocrate, pas un démocrate qui jouerait autoritaire. C'est la nuance. Lui, dans l'ensemble, semble être très tenté par une reprise en main musclée, mais s'appuyant sur un très gros effort en faveur des défavorisés. Effort qui serait, c'est une des beautés du Moyen-Orient, financé par le Golfe. Parce que le Golfe identifie l'Arabie Saoudite et l'Arabie Saoudite, les Émirats et à un degré moindre le Koweït, pensent que les frères sont une menace pour leur existence. L'Égypte est une vieille nation. Eux sont des nations de création récente, fragiles, et donc les idéologies niant le fait national au nom d'une internationale ou d'une méga communauté religieuse, ça les embête beaucoup, sans parler de leur contentieux plus précis avec les frères. Donc ils sont prêts à financer un effort social. Il faut voir qu'ils ont déjà mis 25 milliards de dollars dans le pays depuis le 30 juin pour que les frères n'aient plus leur base sociale en Égypte. Donc, apparemment, ici, c'est en train de se diriger vers, je suis un peu confus, vers un agenda néolibéral, point de vue économique, autoritaire, mais légitimé par des élections libres, et une politique sociale financée par d'autres personnes. Je pense qu'il y a quand même des problèmes. Il a la jeunesse instruite, je veux dire diplômée, la jeunesse qui a des diplômes universitaires, il y a un problème avec lui, le monde paysan a un problème avec lui. Donc c'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ça c'est d'une part. Et d'autre part, je ne suis pas absolument certain qu'il y a un rééquilibrage de l'appareil d'État et des dispositifs sécuritaires qui se fait au bénéfice des militaires. D'autre part, comme l'empire économique de l'armée s'est beaucoup appauvri sous la Révolution, il a fallu augmenter les salaires, il a fallu maintenir la paix, etc. etc. L'armée a dû prêter de l'argent à l'État. L'armée a un budget indépendant, il faut voir. Là, la tentation sera probablement forte à l'armée. Je parle de l'armée en tant qu'institution, de récupérer l'essentiel des marchés publics. Des prébendes. Des prébendes avec la corruption qui va avec aussi. Alors, ils ont leur version et que là, ils vont faire très attention et on a des raisons de penser que c'est pas faux, qu'ils vont faire très attention aux histoires de corruption. Et si, avant même que Morsi tombe, avait fait un gros effort là-dessus. Personnellement, sans entrer dans le détail, je suis très perplexe parce que je pense qu'il faudrait voter pour quelqu'un d'autre.
Et donc, c'est-à-dire, pour une raison bête, ici c'est très populaire, c'est un monsieur, je suis par exemple très admiratif de la manière dont il a géré les relations avec les États-Unis, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas couché et qu'il n'a pas rompu. Il a montré des capacités de calcul politique et d'une très grande finesse. Bon, par contre, il est aussi très lent. Je ne suis pas absolument certain que sa présence à la tête du pays soit une bonne chose, ni d'ailleurs une mauvaise chose. Je ne sais pas. Comme beaucoup de gens qui ont une grande sympathie pour lui, je préférerais le voir faiseur de roi et laisser les civils. Je préfère voir l'armée en recours et en protecteur, en pouvoir indépendant que. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire. Je ne sais pas pour qui je voterai, je sais pour qui je vais voter. Vous ne voyez pas le retour du roi Fouad, alors? On va peut-être conclure sur ce bon mot. Merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette table ronde discussion autour des archives. Et on se retrouve le mois prochain, Fabienne, on va parler du Liban. Début de la guerre civile au Liban. Et on terminera dans 2 mois, donc au mois de mai, avec un sujet entre guillemets plus léger, mais d'histoire là aussi, et d'histoire culturelle, comme on le dit, comme on l'a fait la dernière fois. Ça sera autour de la Fiat 500 et de la démocratisation de la voiture dans les années 50 et 60. Voilà. Merci encore et à la prochaine fois.